Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Comme vous avez tous vu, il y a ce fait divers à Annecy, avec ce personnage un petit peu étrange, qui semble être un réfugié syrien, qui aurait donné des coups de couteau à des enfants, etc. Pour les détails, je vous renvoie aux articles de presse. Parce que le but de l'audio n'est pas spécialement de parler d'un fait divers. Il y en a tous les jours, hein. Pierre Palmade qui tue des gens drogués, puis ci, puis ça. Bon. En fait, voilà ce que j'ai dit en substance dans un space Twitter hier sur le sujet. En fait, c'est pas très important. Normalement, chez des gens intelligents, mais bon, on sait qu'on est dans les émotions et peu dans l'intelligence. C'est pas très important, en fait, de qui il s'agit, s'il a dit au nom de Jésus-Christ, Allahu Akbar, etc. Et vous allez comprendre pourquoi c'est pas important, je vais développer. Et ça va rejoindre un sujet plus vaste. En fait, l'époque dans laquelle on vit, qui est une époque qui n'est pas épanouissante pour l'être humain. Bon, les raisons sont vastes, hein. Les gens déracinés, les réfugiés, les gens parqués dans des tours HLM, racisme, difficulté de trouver un emploi, relations hommes-femmes devenues très compliquées, divorce tragique, etc., etc. Le fait qu'il n'y a plus le filet familial comme avant, c'est-à-dire qu'avant, en général, les gens, quand ils avaient des épreuves dans leur vie, ils sortaient de prison ou ils divorçaient, etc., ils allaient trouver refuge dans leur famille. De nos jours, les familles sont défaillantes, sont dispersées, et donc les gens se retrouvent confrontés à eux-mêmes. Alors, ça se passe bien quand les personnes sont armées psychologiquement pour affronter la vie. Toutes nos vies, et si on creuse, et si on s'explique, sont pleines de hauts, pleines de bas, pleines d'épreuves, pleines de petits moments de bonheur. Et alhamdoulilah, la majorité des gens naviguent plus ou moins bien là-dedans. Mais il y a un pourcentage de la population, toute communauté confondue, toute ethnie confondue, qui ont des défaillances psychologiques, qui surpassent moins facilement les traumas de la vie, et ont donc des réactions diverses et variées qui vont de tout ce que vous pouvez entendre autour de vous. Hein. Je veux pas, les listes sont interminables, mais bon, je pense à Xavier Dupont de Ligonnès, une espèce de notable de la ville de Nantes qui a tué femme et enfant, qu'il a coulé dans le béton en bas de sa maison avant de disparaître. Jusqu'à le jour d'aujourd'hui, on l'a pas retrouvé. Geneviève Lermite, ici en Belgique, qui avait égorgé ses 5 enfants, alors que c'était une prof sans histoire, qui avait un suivi psychologique, mais bon, rien d'alarmant avant. Les suicides, les gens qui deviennent SDF, les divorces tragiques avec des kidnappings d'enfants, etc. Bon. Donc, le point important de ce genre d'histoire, c'est quoi? C'est que humainement, on rentre. On est dans une époque qui amplifie les désordres mentaux. Parce que tout ce que je viens d'expliquer, il n'y a pas toute une série de filets sociaux qu'il y avait avant. Les gens sont beaucoup livrés à eux-mêmes. Et tant qu'ils ne sont pas dans un état très grave ou très dangereux, personne n'intervient. Parce que la société ne peut pas pallier à toutes les défaillances. C'est pour ça qu'à un moment donné, toute personne intelligente comprend que dans la vie, si tu ne te prends pas en main, toi, par rapport aux situations que tu vis, dans ta famille, dans ton couple, dans ton environnement, il n'y a personne pour t'aider. Il n'y a personne pour t'aider parce que les gens ont leurs propres problèmes, parce que la société a des sujets plus graves à traiter, plus urgents, et donc tu es seul. Donc en fait, nous n'avons pas d'autre choix que nous blinder, nous construire une carapace, un bouclier pour affronter cette vie et tous les aléas qui vont avec.
Si on ne le fait pas, on en subit les conséquences, c'est-à-dire dépression, alcoolisme, antidépresseurs, isolement, comportements antisociaux, violence, crime, comme cette histoire d'Annecy. Et donc, ce qui est important de tirer comme leçon de cette histoire-là et de toutes les autres, tous les faits divers qui ont lieu tous les jours, parce que bon, les gens aiment bien les faits divers qui relient à du terrorisme ou de la religion, mais il y a des faits divers pour plein de raisons. Voilà, pour l'argent, pour la vengeance, pour les crimes passionnels, il se passe plein de choses. Donc, ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a des gens défaillants tout autour de nous, dans nos familles, dans nos voisinages, dans nos rues, qui basculent parce qu'à un moment donné, les gens sont dans un sentiment d'asphyxie, un sentiment d'oppression, d'isolement, d'incompréhension, qui fait que soit ils s'autodétruisent, drogue, suicide, soit ils tuent des gens au hasard ou comme ça tombe, quoi. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de ça dans un hadith de la fin des temps, où il a dit la fin des temps n'arrivera pas tant qu'il ne règne pas le meurtre, le harj, où celui qui tue et celui qui se fait tuer ne sauront pas le pourquoi, pour des raisons parfois, voilà, le hasard, mauvais endroit, mauvais moment, etc. Et donc il faut s'attendre en fait à une multiplication avec tous les défis qui sont devant nous, qui vont bousculer profondément la société, les robots, l'intelligence artificielle, la vie par écran interposé, télétravail, etc., qui vont avoir des effets inattendus sur les êtres humains, parce que c'est une situation nouvelle. Et vraisemblablement, on croisera dans nos vies de plus en plus de gens instables, de gens avec des secrets, avec des pertes de repères diverses et variées. Et la question, puisque je profite de ce fait divers pour en fait parler d'un autre sujet, c'est un petit peu un tremplin. La question, j'ai évoqué il y a 2-3 audios les pervers narcissiques. Il y a un aspect dont j'ai pas parlé, parce que bon, vous savez, dans pervers narcissique, on peut mettre beaucoup de choses là-dedans. C'est un petit peu un fourre-tout. Et quelque chose que j'ai pas parlé, en fait, c'est la gestion. Comment on gère ce genre d'individu. Certes, pour ceux qui peuvent, il faut partir, il faut s'éloigner. Mais quand on ne peut pas, pour diverses raisons, parce qu'il s'agit de votre mère, votre père, vos frères et sœurs, vos enfants, vos parents, il faut pouvoir gérer la situation. Alors, les conseils que je vais donner, c'est des conseils que malheureusement je n'ai pas appliqués avant, il y a très peu de temps. Et donc j'ai perdu beaucoup de temps. Donc toujours, comme je vous le dis, le but de ces audios, surtout pour les jeunes, c'est de vous faire gagner du temps. Éviter de suivre des fausses pistes ou des mauvaises actions-réactions. La gestion, avec le recul et l'expérience que j'ai, c'est que quand vous êtes face à des gens comme ça, manipulateurs, menteurs, qui sont dans la victimisation, la culpabilisation, dans leurs faits, gestes et paroles, il faut, premièrement, et sans hésiter, sanctionner. Il faut sanctionner, ça veut dire appliquer une sanction. La sanction varie en fonction de la gravité des actes et des paroles, mais il faut sanctionner. Fermer les yeux ou faire semblant de rien, ça ne résoudra rien. Au contraire, ça poussera la personne à monter en niveau dans la transgression, verbale ou gestuelle. Donc il faut sanctionner. Sanctionner en prenant ses distances, en prenant des gens à témoin, pour que la personne ne puisse pas dérouler ses paroles, ses actes illogiques, irréfléchis et insensés. Il faut prendre des gens à témoin, il faut sanctionner, il faut mettre des distances. Donc enfin, bref, il faut sanctionner, premièrement.
Et une fois que vous avez sanctionné, se méfier énormément d'une réaction inévitable qui va suivre, qui sera la recherche de la pitié du bourreau. C'est-à-dire la personne voyant que vous l'avez sanctionné, il va réfléchir, il ou elle va réfléchir à des mécanismes à mettre en place pour susciter en vous la pitié ou la culpabilisation pour que vous ayez pitié. C'est des mécanismes très connus et qui sont archi connus des gens qui sont comme ça. Ils vont trouver les paroles justes pour soit susciter la pitié chez vous, soit susciter la culpabilité qui va faire que vous vous dites « Ouais, bon, finalement, j'ai ma part de tort. Oui, en fait, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça. » Et alors, vous faites marche arrière. Le but, c'est de sortir de la sanction que vous avez établie. Donc ça, c'est des éléments très importants. Et à aucun moment, vous pouvez relâcher la pression. C'est-à-dire que vous devez garder la tête sous l'eau de la personne. Vous savez, c'est un petit peu comme si vous prenez quelqu'un qui est surexcité, qui est enragé, etc. À un moment donné, si vous avez la force physique pour vous imposer à lui ou à elle, il faut mettre la personne, vous voyez, dans une douche glacée et la maintenir là-dedans. Jusqu'au moment, en fait, c'est un peu comme dans les bagarres. Les bagarres, en fait, comment ça se résout, une bagarre? On va dire ça comme ça sera peut-être un exemple plus parlant. Comment ça se résout? Souvent, les gens, en fait, ils sont dans un mécanisme irréfléchi. Tu m'insultes, je t'insulte, tu t'approches de moi, je m'approche de toi. Tu veux me donner un coup de tête, je l'évite, je te donne un coup de pied, et tu me donnes un coup de poing, et on s'attrape, et les gens viennent nous séparer, et on dit lâchez-moi, 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 etc. C'est un peu le panorama, le scénario typique. Et en fait, tous les gens qui s'y connaissent bien en sport de combat et en confrontation physique, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire la chose suivante. Si tu en as la possibilité, tu dois tout faire pour fuir, pour éviter la confrontation. Pas par lâcheté, tu pourrais démolir la personne, même la tuer. Mais parce que, ça pourrait te valoir une punition pour toi, soit judiciaire pour coups et blessures ou meurtre, donc tu évites, soit parce que, sous l'effet de l'excitation de l'adrénaline, il se pourrait que tu donnes une riposte démesurée par rapport à l'autre qui se contentait peut-être d'aboyer, de juste vouloir faire la grande bouche, comme on dit. Donc, si on a la possibilité, fuir. Fuir pour vous préserver, vous. Parce qu'aussi, vous n'êtes pas à l'abri qu'une personne beaucoup plus faible que vous, beaucoup plus... que vous pourriez facilement dominer, et elle ou il, un acte irréfléchi. Parce que la peur fait faire à l'être humain des bêtises. C'est-à-dire que si vous avez le dessus sur une personne, juste le dessus, il se peut que cette personne, dans un délire de riposte, elle ramasse un bout de verre, elle vous taillade le visage. Bon, est-ce que ça valait la peine? Non, évidemment. Donc, soit vous fuyez pour tout ce que je viens d'expliquer, et pas par lâcheté ou par peur, parce que vous en avez la possibilité. Vous pouvez sauter dans une voiture et partir, vous pouvez vous encourir, vous pourrez, je ne sais pas, enfermer la personne et de là partir, enfin bref, partir en gros. Et si vous ne pouvez pas partir, et que vous êtes obligé d'être dans la confrontation, il faut comprendre que le but de ce genre d'histoire, c'est de vous préserver. Le but n'est pas de dire je vais lui faire ci, je vais lui faire ça, je vais lui faire telle prise, et puis je vais l'insulter, je vais l'immobiliser au sol, je vais lui tenir la tête dans le sol, je vais lui cracher dessus, je ne sais pas quoi. Non, ça c'est tout de la décoration, des passions, c'est pas ça. Si vous ne pouvez pas fuir la confrontation, il faut quoi?
que d'un seul geste, et un seul, vous mettez immédiatement la personne dans un état de chaos complet. Pourquoi? Pour éviter une pluie de coups, que l'une ou l'autre personne ait le temps de ramasser une lame, un objet, un bâton, une pique, une pierre pour vous assommer, etc. C'est-à-dire, si vous devez affronter la situation, ça doit être ultra rapide, ultra fort, ultra violent, pour éviter que ça aille crescendo. D'où, en fait, les gens qui s'y connaissent vont vous dire immédiatement taper sur un point sensible, autrement dit le menton, les tempes, le plexus solaire, les parties génitales, les genoux, afin que la personne soit immobilisée au sol, etc. Très violent, très brutal, très bref et irréversible. Et si on prend cet exemple et on le pose dans la vie, ben en fait on a un peu la même chose. C'est-à-dire que si vous avez affaire à des personnes qui veulent être dans la confrontation, qui aiment des débats interminables avec des insultes, des dossiers, etc., c'est la même chose en fait. Soit vous avez une solution pour mettre une barrière entre vous, une distance entre vous, et vous mettez la personne hors de votre champ de vie, soit vous ne pouvez pas, et à ce moment-là, vous devez prendre une décision drastique, et l'assumer évidemment derrière, qui consiste à dire je ne vais pas commencer à gueuler pendant 2-3 heures des insultes, m'énerver, les voisins qui appellent les flics, les enfants qui se réveillent et qui pleurent parce qu'ils entendent des cris, etc. Immédiatement, je commets un acte qui va t'anesthésier sur place, qui va on appelle ça en français, te stupéfier, qui va te mettre dans un état de stupéfaction. C'est-à-dire, par exemple, une énorme gifle, ultra brutale, ultra forte, qui va en fait faire exploser mentalement la personne qui est dans son délire. Alors évidemment, comme on est dans une société où, spécialement dans les rapports hommes-femmes, ce n'est pas permis, vous n'avez pas d'autre choix. Vous n'avez pas d'autre choix que d'opter pour la première solution. C'est-à-dire utiliser, d'où le fait que je n'aime pas, moi, je n'aime pas du tout, je ne suis pas d'accord du tout avec les frères qui disent, parce qu'ils mélangent tout, ils sont en dehors de réalité, ah, le musulman ne fait pas appel au tarot, le tarot. Oui, mais, attention, toujours être dans la réalité. La réalité, c'est qu'à un moment donné, si un homme ou une femme est hors de contrôle, vous menace, et vous n'avez pas la possibilité, pour des questions techniques, de vous éloigner de cette personne, et si ça se répète, vous ne pouvez pas tout le temps vous éloigner, ou tout le temps vivre dans votre voiture, ou tout le temps aller dormir dans des hôtels, et puis revivre la situation qui recommence, parce que je vous ai dit, la transgression, tant qu'elle n'est pas stoppée, elle est vouée à monter et à se reproduire, et à monter en intensité, parce que la personne n'a pas eu un stop. D'où le fait que moi je ne suis pas du tout choqué parce que je vois la sagesse derrière ça. Quand dans le Coran, quand Allah il parle des confrontations hommes-femmes, il dit vous éloignez des couches, c'est-à-dire se tourner le dos dans le même lit, mettre un médiateur, enfin exhorter avant à s'éloigner dans les couches, et mettre un médiateur des deux parties entre vous, et en dernière étape, frapper. Frapper là où c'est autorisé, ce qui n'est pas le cas ici en Occident, parce que vous serez accusé de coups et blessures, etc., etc. Les gens, en fait, tout le monde s'en fout des tortures psychologiques, des menaces physiques, vous serez toujours la personne coupable. Mais frapper, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a des gens, ils se mettent dans un tel état mental, de délire psychotique, qu'il faut en fait un acte de stupéfaction
pour les faire sortir de cet état. Si vous débattez, oui, mais toi, il y a 2 ans, oui, mais toi, il y a 3 ans, oui, mais après, ben, t'as fait ci, oui, mais j'ai fait ça parce que... Ça mène à rien, vous voyez. Il n'y a pas de médiateur, donc il n'y a pas de témoin. C'est entre 4 murs. Si vous racontez l'histoire à quelqu'un, il ne vit pas la situation, et donc il ne va pas comprendre l'intensité, la dramaturgie des choses. Donc, il y a une escalade à avoir dans les sanctions, exhortation, éloignement, médiation, et puis frapper. Pourquoi? Pour faire le mal? Non. Parce qu'il y a des individus, hommes ou femmes, qui malheureusement, tant qu'ils n'ont pas un obstacle physique devant eux, et tant qu'ils ne sont pas mis dans un état de stupéfaction, ils ne s'arrêtent pas en fait. Ils ne s'arrêtent pas pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Et vous allez vous retrouver en dépression, vous allez vous retrouver désorienté, vous allez vous retrouver dans l'impossibilité d'être serein dans vos pratiques religieuses parce que vous vivrez une situation de stress psychologique post-traumatique. Donc, faut avoir tout ça à l'esprit en fait. L'idéal pour ne pas avoir d'ennui, c'est quand vous voyez que quelqu'un est dans un comportement irrécupérable, répétitif, et où le dialogue ne porte jamais de fruits, et où la personne ne veut pas de l'intervention d'un tiers, d'un médiateur, etc. Vous n'avez pas d'autre choix que de mettre des distances entre vous, d'une façon ou d'une autre. Et comme quand on vit en Occident, nous ne détenons pas l'autorité, tu es obligé de faire appel aux gens qui ont l'autorité et qui peuvent la faire appliquer légalement. Si toi tu prends ta femme, tu la jettes sous la douche et puis tu la jettes à la rue, elle appelle la police, elle, et toi tu as des gros ennuis. C'est pour ça que j'ai toujours dit et je répète, les théories déconnectées de la réalité sont extrêmement dangereuses. Extrêmement dangereuses. Il faut toujours tenir compte du contexte dans lequel vous êtes. En Europe, nous sommes dans un contexte où la violence physique, elle peut être expliquée et justifiée dans un procès. Mais elle sera toujours mal jugée et vous serez souvent culpabilisé même si vous avez toutes les raisons du monde. Donc, comme nous sommes dans un état de droit, vous êtes obligé de faire intervenir un tiers qui a l'autorité, en d'autres mots, la police. C'est des notions que les gens ne comprennent pas, parce qu'ils ne vivent pas les situations. J'avais donné l'exemple dans un space où j'ai dit, admettons vous vivez en famille, dans une grande maison. Il y a votre tante, votre oncle, vos parents, vos enfants, vous, voilà, une grande famille qui vit dans une espèce de maison. Et puis, pour une raison inconnue, alors qu'il est musulman, qu'il prie, il n'y a pas de souci, votre oncle commence à déambuler dans la maison avec un couteau à viande et commence à poignarder votre famille. Qu'est-ce que vous allez faire? Il est plus fort que vous, il est enragé, il a l'air complètement possédé. Qu'est-ce que vous faites? Vous croisez les bras, vous vous laissez tous tuer? C'est pas sérieux. Vous rentrez dans une confrontation physique, s'il est comme j'ai décrit, il va l'emporter et ça va augmenter sa rage et ça va augmenter les dégâts. Et donc, à un moment donné, vous n'avez pas d'autre choix que, si vous pouvez, d'enfermer la personne dans une pièce à clé et d'appeler les autorités. Même si c'est votre oncle, même si c'est un musulman. Et même si les policiers sont mécréants. Parce que, pour le bien de votre oncle, vous devez le mettre hors d'état de nuire, parce qu'il se fait du mal à lui-même en remplissant son livre d'actes graves qui consistent à blesser ou à tuer des musulmans, et vous préservez les innocents chez vous qui doivent faire face à un homme qui a perdu la tête. Donc à un moment donné, il ne faut pas tout mélanger. Il y a les statuts religieux, qui est musulman, qui est apostat, qui est hypocrite, qui est ceci, et puis il y a les comportements humains. Quand quelqu'un
votre mari, votre femme, vos parents, perd la tête et devient dangereux, dangereuse, et que vous savez que vous ne pouvez même pas utiliser de violence pour la stopper, parce que ça sera vous la personne punie. Rappelez-vous l'exemple que je vous ai donné, enfin je crois que je l'ai donné, je ne sais plus quand, dans quel audio. J'ai croisé, quand j'étais en détention, de 2014 à 2016, un homme qui était en prison depuis, je crois, 30 ans. Et un jour, je demande, je dis, mais ce gars, il a l'air tout à fait normal. Qu'est-ce qu'il fait là, en fait? Et on me dit, ah, ben écoute, son histoire, ben sa fille a été violée par son voisin. Quand il l'a su, il a pris un fusil de chasse et il a abattu le voisin de sang-froid. Il a pris, je sais pas, 18-20 ans. Et puis, depuis cette époque-là, il passe régulièrement en commission pour évaluer son état, pour voir s'il peut ressortir. Et chaque fois, on lui pose la question, si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Si ça se présentait à nouveau devant vous, il dirait oui, je ne regrette rien, je le referai. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense, cet homme est toujours en prison. Donc, je dis ça pourquoi? Pour vous dire qu'on est dans un état qui fonctionne d'une certaine manière. Vous ne pouvez pas vous venger, vous ne pouvez pas mettre la personne en face dans un état de stupéfaction pour briser la chaîne du drame. Et donc, vous n'avez pas d'autre choix que de faire appel aux gens qui ont l'autorité, c'est-à-dire les gens qui ont le droit légal d'intervenir et qui sont armés, ce que vous n'êtes pas, puisque en Belgique et en France, par exemple, personne n'est armé, en tout cas officiellement. Si ce n'est pas le cas et qu'on trouve une arme chez vous, vous avez des problèmes. Donc voilà la réalité. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, quand on parle de n'importe quel sujet, faites très attention aux gens qui tiennent des discours déconnectés de la réalité, qui sont théoriques. Parce que ça fera plus de mal que de bien quand vous serez confronté à la réalité de votre contexte à vous. Donc, je dis tout ça en fait pour que vous ayez une dimension réaliste par rapport à tout ça. Dans la vie, parfois, on doit faire des choses dont on n'est pas fier, dont on n'est pas spécialement d'accord, mais on n'a pas le choix. Moi, par exemple, si ça ne tenait qu'à moi, et rien qu'à moi, je trouve que quand on a une épouse qui déconne complètement, qui commence à devenir dangereuse, qui commence à devenir paranoïaque, qui commence à devenir de manière incessante une source de nuisance dans une maison, à un moment donné, une fois qu'on est passé par toutes les étapes, exhortation, éloignement, médiation, je pense qu'il faut lui mettre 2 gifles, oui. Mais vous ne pouvez pas. Donc, vous êtes obligé de vous rabattre des solutions de moindre mal. C'est comme ça. Il faut aussi savoir, je vous l'ai déjà dit dans un audio précédent, nous vivons aussi dans un endroit où, si quelqu'un commence à déconner, à cause qu'il a des troubles mentaux, tant que cette personne ne met pas en danger de manière claire autrui ou sa propre personne, exemple, bon, je vous le souhaite pas, hein, mais bon, votre mari ou votre femme va dans la rue complètement nu avec 2 couteaux et hurle dans la rue, le premier qui approche, je le découpe, etc. Tant qu'il n'y a pas ça, ce genre de choses-là, personne n'interviendra. On ne peut pas soigner les gens contre leur volonté, on ne peut pas les emmener en institution ou en observation psychiatrique sans leur accord. Il faut le savoir. Ça veut dire que si vous avez quelqu'un qui déconne, qui pratique la torture psychologique, qui jette des objets, qui menace, qui vous crache dessus, qui vous insulte, qui gueule au milieu de la nuit, qui réveille les voisins et les enfants, vous ne pouvez strictement rien faire. Les gens vont dire, ben monsieur, si ça vous dérange, ben écoutez, prenez votre voiture, allez dormir à l'hôtel ou chez un ami et revenez quand madame sera calmée. Voilà ce qu'on va vous dire. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Vous savez, c'est très compliqué sur les divers sujets que j'aborde de faire comprendre en fait, aux musulmans qu'il y a une réalité qui s'impose à nous. Et que quand on la nie, en fait, à un moment donné, on met les gens dans des impasses.
Et les impasses, c'est très dangereux. Parce que c'est dans les impasses qu'on fait des bêtises. Voilà. Donc, tout ça pour dire que tous ces faits divers qu'on entend, Palmade, le Syrien, etc., ben certainement qu'il y a eu des événements avant-coureurs, qu'il y a eu des signes, qu'il y a eu des gens qui ont signalé. Je crois qu'avec Palmade, il y a plein de gens qui ont dit et il prend des drogues, il fait ci, il fait ça, il ramène des gamins. Mais les gens ont dit, ouais, mais bon, voilà. On a attendu le drame pour dire, ah, faut faire quelque chose. C'est comme ça. C'est une société qui fonctionne comme ça. Et donc, il faut naviguer dans tout ça pour essayer d'être le plus juste possible. Et c'est pas facile, ce sont des choix douloureux, mais qu'on est obligé de poser. Et on ne peut pas venir comme ça dire aux gens ah oui, le tarot, tu peux pas avoir d'avocat, tu peux pas appeler la police. Les gens sont irréalistes. Les gens sont irréalistes. Parce qu'il y a des actes qu'on est obligé de poser pour des questions de survie, pour des questions de défense de sa personne face à des fausses accusations, par exemple. Et puis il y a des actes qu'on fait délibérément. Comme par exemple, aller voter, aller se marier à la mairie, signer une charte, je sais pas quoi. Financer un parti politique, rentrer en politique, ça c'est autre chose. Ça c'est participer de son plein gré sans contrainte. Ça c'est autre chose. Ah, mais j'ai été voir la maire socialiste, et j'ai signé un truc parce qu'on doit agrandir le parking de la mosquée. Ça c'est autre chose. Ici, moi je parle d'actes où vous êtes dos au mur. On vous accuse, voilà, demain, vous, voilà, parce que quelqu'un ne vous aime pas, on vous accuse de pédophilie. Et vous êtes dans un système où vous devez vous défendre avec un avocat. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites oui, oui, je suis pédophile et vous allez 15 ans en prison. Vous devez vous défendre. Et c'est comme ça. Vous n'avez pas le choix. Et idem avec, quand je vous ai dit, avec quelqu'un qui perd la tête sous votre toit, commence à tuer les gens, à menacer les gens, à séquestrer les gens, à battre les gens. Vous devez faire quelque chose. Vous ne pouvez pas rester bras croisés. Voilà, j'espère que vous allez un petit peu méditer sur tout ça. Certainement que tout le monde ne sera pas d'accord. Mais en tout cas, c'est mon point de vue. Et donc voilà. Après, je ne suis pas là pour recevoir des fleurs ou des crachats. À chacun de voir, en âme et conscience, sa situation. Et s'imaginer qu'est-ce qu'il ferait dans ce cas-là. Tout simplement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.